1013 chevaux et 3 secondes pour le 0 à 100. 15 290 Nm. 15 290 Nm. C'est pas 15 290, c'est 15 590. Voilà. Oui, pardon, c'était 15 590. Est-ce qu'il y a vraiment une différence à ces chiffres-là? Le chiffre est suffisant ou on enchaîne sur d'autres trucs? Genre les chevaux fiscaux? Oui, parce que ça aussi c'est intéressant. 94 chevaux fiscaux. Bah là, il y a deux teams, il y a vraiment ceux qui ont compris pourquoi je trouve ça aberrant que dans un véhicule électrique on ait 94 chevaux fiscaux. Et puis il y a ceux qui n'ont pas compris parce que vous savez pas ce que c'est les chevaux fiscaux et c'est pas grave, on va vous expliquer. Pierre scientifique, tu peux nous dire ce que c'est les chevaux fiscaux? Professeur Pierre Chabrier. Oui, en fait, on teste des trucs au montage, donc je suis là et je vais essayer de vous apprendre 2-3 trucs. De temps en temps, je serai là, peut-être en fait je serai plus là, comme les Dino Rangers, on ne sait pas, espèce en voie de disparition. Alors, objectif aujourd'hui, c'est de vous apprendre ce que c'est les chevaux fiscaux et d'où ça vient. Et les chevaux fiscaux, ça date d'il y a très longtemps, c'est-à-dire depuis la première bagnole. Enfin, presque la première bagnole, depuis la Ford T, donc depuis vraiment le début de l'industrie automobile telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur Ford a créé finalement l'industrialisation de masse de l'automobile. Et il a cassé le game quand il est arrivé avec sa Ford T, qui était possible d'être produite en masse. Et donc, il y a un moment, une fois que tout le marché des États-Unis était inondé, il fallait s'exporter et donc amener dans d'autres pays ces voitures. Et pour faire importer les Ford T, il y avait forcément quelques taxes d'importation, mais ça n'allait pas plus loin. Et Monsieur Ford, non satisfait d'avoir cassé le game aux États-Unis, a décidé d'ouvrir des usines ailleurs pour évidemment éviter toutes ces taxes d'importation, parce que c'était une grosse économie d'échelle à faire. Et donc, il a ouvert sa première usine à Manchester. Et ils étaient pas contents parce que du coup, il y avait plus de taxes, parce qu'en fait, c'était créé sur place. Et donc c'est là qu'est née finalement la première vraie taxe. Alors cette taxe existait déjà un petit peu, ça s'appelait le RAC, enfin le RAC j'imagine, puisque c'est le Royal Automobile Club. Vu que c'était le début qu'il n'y en avait pas beaucoup, en fait tu faisais partie d'un club et enfin voilà, t'avais des taxes. Et en fait ce RAC a été très vite modifié pour baiser Henry Ford. Parce qu'en fait l'Angleterre avait peur que du coup ils ne puissent plus vendre leur production locale et qu'Henry Ford baise le game aussi chez eux. Ce qui est arrivé quand même de toute façon. Et en fait ils ont un petit peu modifié le calcul pour prendre plutôt en compte l'alésage des pistons, c'est-à-dire en gros la largeur, etc. La cylindrée et autres, puisqu'en fait les voitures de Ford à l'époque elles étaient toutes plus grosses, plus puissantes que les voitures de la production des pays dans lesquels ils venaient s'importer. Et donc du coup l'Angleterre a décidé de le baiser avec des taxes supplémentaires. Et donc c'est la première voiture à avoir vraiment des chevaux fiscaux, la Ford T. L'objectif des taxes c'est vraiment de casser les couilles et puis c'est ça depuis le début. Et très vite pour ce qui nous concerne, on en arrive aux chevaux fiscaux qu'on connaît aujourd'hui. Ça c'est un calcul qui est plutôt simple en fait, je dirais, celui-ci. Voilà, vous en faites ce que vous voulez maintenant, mais c'est comme ça qu'on calcule les chevaux fiscaux d'une voiture thermique. Mais attention, puisque là nous sommes sur une voiture électrique, effectivement, ça ne vous aura pas échappé, et donc le calcul est différent, c'est celui-ci. Sauf qu'avec l'électrique, plutôt que de prendre le taux de CO2 qui n'aurait pas de sens, puisqu'a priori il n'y en a pas, ils ont pris le kilowatt et ils ont réaménagé un calcul, parce que l'objectif c'était quand même de continuer de baiser les gens au plus loin possible. Donc même dans l'électrique, tant qu'à faire, allons-y. Bon, évidemment, pour des raisons de timing, j'ai vraiment résumé cette histoire, mais le calcul il a changé plein de fois, il est arrivé en France tardivement, etc. Allez, tu peux y retourner là, continue tes vrombos, mais t'es... Eh ben merci pour les informations complémentaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de À la recherche de la perfection. Et oui, parce qu'on a tendance peut-être à l'oublier, mais en fait c'est vraiment une quête que je mène pour trouver le véhicule parfait, parce que je suis encore très naïf et je suis persuadé qu'il existe. Et on commencera du coup par une chose assez simple, qui est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'essai qu'on a fait de l'escalade 5 et non pas V comme vitesse, ce Cadillac Escalade V avait été mis dans l'essai en perspective avec mon Range Rover personnel pour se rendre compte du gabarit. Mon Range Rover est déjà un très gros 4x4 et le Cadillac Escalade V était encore plus gros. Bon, je sais pas du coup si vous êtes rendu compte, mais en fait depuis tout à l'heure, derrière ce Hummer, il y a un Cadillac Escalade. Et vous pouviez pas le voir parce que même avec les plans extérieurs, le Hummer le cache parce qu'il est beaucoup plus gros. Genre de 15 cm de large. C'est vraiment beaucoup 15 cm. Ça fait la diff. Bon, alors déjà... je vous ai menti. En fait, le véhicule précisément dans lequel je suis ne fait pas 1013 chevaux. Il fait 841 chevaux. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de 1013 chevaux, puisqu'on a le même véhicule, en fait, juste sous forme de pick-up, qui fait 1013 chevaux. Et on va l'essayer juste dans la même vidéo, ici, maintenant, il n'y a pas de souci. Mais on y reviendra parce que je voulais d'abord essayer le Hummer forme SUV, parce que ça va me permettre de parler de l'histoire du Hummer, du coup. Hummer, qui est une marque toute jeune, puisqu'elle est née en 92, ce qui est assez rare dans l'histoire de l'automobile, finalement, d'avoir des marques qui sont si jeunes. Souvent, elles ont presque 100 ans, voire 100 ans dépassé. Le Hummer a vu naître cette marque grâce en fait au Humvee, un véhicule militaire qui était vraiment juste dédié au combat finalement, qui s'appelle comme ça pour des raisons d'un acronyme qui est écrit juste ici, et qui en fait a eu énormément de dérivés puisque tu pouvais faire du transport de troupes, de missiles, du médical, enfin énormément de choses. A priori ce serait Arnold Schwarzenegger qui serait un petit peu à l'initiative de l'idée et de la commercialisation grand public du H1, qui est en fait rien d'autre que la version civilisée du Humvee. A priori,
pendant un tournage de ces films, il aurait vu un convoi de Humvee passer, il aurait été impressionné par les véhicules, il aurait dit j'en veux un à la maison. Chose à laquelle on lui a répondu, monsieur vous ne pouvez pas, c'est un véhicule militaire, il n'est pas à vendre en fait. Et il a dit bah si, je vous assure que vous allez en faire un, que je vais pouvoir acheter. Et ils l'ont fait. Hummer s'étant dit, effectivement, si j'ai Arnold Schwarzenegger qui est le porte-étendard de ma marque, qui conduit mes véhicules, bah c'est trop bien en fait, ça veut dire qu'il va y avoir une demande, ça veut dire qu'il doit y avoir une demande, donc on essaie de commercialiser ça. Et donc ce Humvee était produit par la marque AM General, qui était en fait une marque qui faisait essentiellement des véhicules militaires, transport de troupes et autres. Et à un moment, ils se sont dit ok, on va revendre l'appellation Hummer à General Motors, qui pour le coup s'est vu la possibilité du coup de commercialiser le Hummer H1, toujours construit par AM General par contre. C'est ça qui fait que c'était le seul vrai Hummer. Et ce H1 du coup récupérait tout de ce véhicule militaire, c'est-à-dire la largeur, la grosseur, la décadence, dans le sens où vraiment, bon bah l'objectif de ce Humvee c'était de marcher dans les traces des chars, c'est-à-dire qu'il fallait un véhicule très large, il fallait un véhicule très haut, il fallait un véhicule puissant, des gros moteurs essence, 6 litres 2 puis 6 litres 5, du gros V8, puis il y a eu un diesel quand même, parce qu'à un moment bah, c'est un tracteur le bordel, donc il fallait bien le mouvoir, enfin bon, le H1 se vend, mais pas tant que ça, donc c'est pas grave, ils ont de l'oseille, on va essayer de développer autre chose. On va créer ce qu'ils ont appelé le H2, qui est en fait sur une base de Chevrolet Tahoe. Et oui, le Chevrolet Tahoe, vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisque c'était exactement la même base pour le Cadillac Escalade. Ah, quand je vous dis qu'aux États-Unis ils aiment partager les plateformes, on renta un max. Hein. Donc sur cette plateforme, ils ont fait le H2 qui a une gueule de Hummer mais quand même en plus petit et un petit peu plus civilisé pour que les gens puissent l'utiliser. Donc le H2 sort et là, c'est forcément celui-là que vous connaissez vous dans votre inconscient collectif. Parce que c'est ce Hummer H2 qu'on a tous vu dans genre vraiment 1 milliard de clips de rap et même pas que. Britney Spears. Elle en avait un rose. C'est presque en vrai un personnage carrément de la série Les Experts. Hein. Vraiment, il est partout, tout le temps. Dès qu'il y a la patrouille qui arrive, il y a le Hummer qui arrive. Il y a le H2 qui arrive avec. Bon, et puis en film, pour ne vous citer que, parce que c'est probablement des films que vous avez vus, Resident Alvin. C'est Alvin les Chipmunks, mais... Donc oui, Resident Evil, Iron Man, il y avait les Hummers. Et évidemment, on les a tous vus en sortie de boîte de nuit du Pacha Club à Tourcoing, les Hummer limousines, qui sont omniprésents aux États-Unis. Et du coup, bon bah à un moment, les Français ils ont trouvé ça stylé. Alors, je crois qu'on est revenu de cette époque. C'est un peu moins cool maintenant. Il n'y a pas de place, c'est juste trop grand pour rien. Vraiment, c'est pas bien. Pour conclure cette digression, donc, vous avez tous vu ce Hummer énorme. Vous avez tous vu ce Hummer fait par un cheikh saoudien. On dit sheikh, je sais juste pas comment on prononce, parce que sheikh pour moi c'est vraiment un carnet de chèques. Bon bref, on s'en bat les couilles. Alors c'est marrant parce qu'il s'appelle aussi le X3, enfin il s'écrit X3 mais en fait ça se lit x3, pourquoi? Parce qu'en fait il fait 3 fois la taille d'un Hummer normal. Donc d'un Hummer H1 qui est déjà énorme, il fait x3 cette taille. C'est un appartement à l'intérieur sur 2 étages, hein, premier degré, hein. Ça se commande, le poste de pilotage, faut voir le bordel, c'est un enfer. Et c'est vraiment un riche émirat qui a fait construire ça. Il avait déjà fait pareil avec une Jeep. La production vient de me faire savoir qu'en fait on dit pas émirat mais on dit émir. On est sûr de ça? Oui. Ok, fin de la digression, ils ont fait le H1, le H2, il s'est vachement bien vendu le H2, et ben ils se sont dit ok, maintenant notre objectif ça va être de se développer en Europe, pourquoi pas? Et ils ont décidé de sortir le H3, qui, pour plein de raisons, notamment et très probablement celle du fait que le H2 était toujours pas à taille humaine, hein, c'était toujours trop gros, toujours trop tout court, ils ont décidé de sortir sur un plus petit châssis, celui du Chevrolet Colorado, et ben un H3 beaucoup plus petit, destiné au marché de l'Europe, avec notamment en prévision un moteur diesel, il a fait couler la marque. Enfin, si vous voulez que je le dise avec des mots plus doux, il a pas très bien marché. Alors c'est intéressant quand même, on le verra pourquoi avec les 2 modèles qu'on va essayer aujourd'hui, puisque le H3 est le premier à vraiment exister en pick-up. Et oui, pour s'ouvrir encore une fois au nouveau marché. Bon bah là je crois qu'ils se sont trop ouverts, hein. Ça marche pas très bien, du coup il y a un objectif de revente. Ils essaient de revendre la marque à un groupe de travaux publics chinois. Ça discute beaucoup, parce que l'objectif c'est quand même de préserver des emplois aux États-Unis. Et puis bah en fait ça trouve absolument pas de terrain d'entente. Et c'est marrant parce que du coup le directeur à l'époque, qui s'appelait Rick Wagoner, ça s'invente pas, et ben il a décidé juste d'arrêter. De dire bah du coup ok, on n'arrive pas à le vendre, et bah plutôt que de nous faire perdre de l'argent, malheureusement on n'a pas le choix, on va tout stopper. La marque rideau générique fin. En fait non. C'est le regain avant la mort finale, on sait pas pourquoi. Ils reçoivent en fait une nouvelle commande finalement de 800 H3. Et bah ça redonne de l'espoir à tout le monde, à tous les employés, et même un petit peu finalement à la marque. Et puis en fait bah du coup 800 Hummer ça se fait vite finalement quand on a les bonnes lignes de production, et puis bah en 6 mois c'est terminé, les 800 véhicules sont faits, et puis bah y a pas d'autres commandes, et puis bah fin. En fait la vie de la marque Hummer, je la vois un petit peu comme la vie du petit soldat dans The Boys pour ceux qui regardent la série. C'est-à-dire que tu crois qu'il meurt, et en fait non, il revient un peu, mais en fait si il meurt, et en fait peut-être pas, et en fait il revient, et à la fin il est là. Parce que oui, la fin c'est quoi? C'est qu'on se retrouve en 2024 avec ça. Alors vous allez me dire comment ça se fait qu'il y a un Hummer alors que tu viens de nous dire que la marque Hummer elle est morte. Bah c'est exactement ça, c'est le petit soldat dans The Boys. En fait, elle était pas morte. En 2020, pendant le Super Bowl, il te balance l'annonce. Bonjour, Hummer revient, et en fait on va casser le game avec un véhicule de plus de 1000 chevaux, et bah ce sera un Hummer.
électrique, d'accord. Je crois que c'est un des seuls véhicules que j'ai essayé qui pour l'instant, ça fait sens d'avoir foutu l'électrique dedans. Alors, vous énervez pas en commentaire, je vais vous expliquer mon point de vue là-dessus. Mais vraiment, je trouve que historiquement, c'est une super idée d'avoir fait ça. Quoi qu'il en soit, nous sommes en 2024 et en 2024, il y a ça. Excusez-moi, je vous dérange juste une seconde pendant cette vidéo. Juste pour vous dire hein, que la semaine prochaine, mercredi, à 20h15 sur Twitch, en fait, il y a mon émission Canapé avec chauffeur et l'invité c'est Monsieur Poulpe. Et l'émission est très cool, c'est bien de l'avoir en direct parce que même si elle est en rediffusion sur YouTube, après, et ben en direct, vous pouvez poser vos questions par exemple à l'invité. Et ça, c'est plutôt très cool. Et rien à voir, mais si vous avez des voitures intéressantes à prêter pour faire des essais par exemple, et ben évidemment avec plaisir si vous pouvez l'envoyer sur perchabrier@gmail.com. Okay. Oui, bah arrête, c'est bon. Oui, bah la vidéo. Aïe, arrêtez, monsieur. Qui êtes-vous d'ailleurs? Là, oh ça va, j'ai capté. Si je sors juste de, je sors. Parce qu'en fait, je voudrais. Allez, il m'a cassé les couilles. Je vais le démarrer, ce truc. Bon, bougez pas, j'arrive. Alors chute. Oh, c'est bon, j'ai compris. Bon, bah déjà, on parle bien du Hummer HEV Omega, c'est la version finition maximum. Dans ce pack Omega, en fait, il y a beaucoup de choses. La peinture, c'est un bleu Neptune. Et c'est pas pour rien que je vous parle de cette peinture, parce que techniquement, son appellation, j'ai pas envie de vous dire qu'on en a rien à foutre, mais quand même un petit peu. Mais là, elle a du sens, parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir par exemple ici, oh, le luxe, on a les deux et tout. Alors, je sais pas si le son, il est bien, mais alors vraiment, au moins, on a deux belles autos à vous présenter. Là, c'est des motifs qui sont le sol lunaire ou neptunaire, j'en sais rien. En tout cas, l'objectif, c'est spatial. L'objectif, c'est de ressembler à un rover qui va sur Mars. Et c'est plutôt réussi parce qu'il y a des rappels un peu partout. Il y a des rappels sur les tapis de sol, par exemple. Il y a des rappels avec les matériaux utilisés qui sont des matériaux qui donnent cet aspect un petit peu austère. Enfin, vraiment, on s'imagine dans une station spatiale. Quoi qu'il en soit, on a donc ces deux versions de ces Hummer Omega, la version SUV et la version pick-up. Alors bon, la version pick-up, elle est un peu plus grande, mais dans les deux, tu as à peu près les mêmes options. Mais ce qu'on peut retrouver qui nous fait vraiment penser que l'objectif a été d'aller sur la Lune, bah, c'est le concept global du véhicule en fait. Hein. Je pense que les Américains, en fait, ils ont une vision un tout petit peu différente des Européens que nous sommes de la fin du monde. C'est ma théorie, attention. Hein. Pour nous, c'est la fin du monde, c'est chiant. Donc on fait le maximum pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Eux, ça va arriver. Bah ok, ils ont conçu le véhicule avec lequel ils vont se barrer. Ah bah je vous le dis, sur Mars ou sur la planète qu'on va aller coloniser juste après, c'est ça qu'il y aura dessus. Hein. Ils voient le futur, les Américains. Bon, quoi qu'il en soit, leur objectif c'est de rappeler un petit peu la Lune partout, comme on peut le voir la constellation qui fait de la jante 18 pouces avec toutes les petites vis. Ils auraient pu ne pas les mettre, mais en tout terrain déjà, ça se fait parce que c'est plus pratique pour les changements de roues, etc. quand t'es enlisé et que c'est la méga merde. Mais en plus de ça, bah, ça rappelait un petit peu le ciel étoilé, une constellation, tout ça. Bref, ils ont sorti une option alors qui est valable sur les deux, mais qui est plus impressionnante sur le pick-up, qui est l'option Roofinity, un toit infini, ils appellent ça, parce qu'en fait tout le toit est démontable. Alors c'est pas un cabriolet, hein, mais en vrai c'est mieux. En fait ici, on a des accroches et en fait bah je m'en vais avec le toit. Alors c'est peu pratique pour après conduire, tout est enlevable comme ça. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider s'il vous plaît? Parce que... Cinématique de coffre. Bon alors en réalité il se met pas là mais par simplicité vraiment il se met dans le coffre avant parce que vu que c'est pas une voiture thermique, bah il n'y a pas de moteur à l'avant. Enfin si mais sur les roues, bref vous avez compris. Donc le capot il s'ouvre et on peut ranger les toitures. Bon en fait on profite d'une petite accalmie pour que je vous montre un petit peu quand même. Ça en vrai c'est très très cool. C'est pas incroyable, c'est sincèrement extrêmement agréable d'être dans un énorme 4x4 comme ça. Putain regardez-moi ce style. C'est incroyable. Bon, la pluie revient, donc on va remettre. Bon, alors à l'intérieur, il y a aussi des rappels, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, de sol lunaire sur les enceintes, parce que je vous ai dit qu'ils en ont foutu partout. Alors, tout comme ils ont écrit Hummer partout. Ils sont contents de représenter le Hummer est revenu d'entre les morts, c'est super. On a compris l'info. Voilà, vraiment, c'était très très clair. Alors, pourquoi vous avez foutu une étagère Kallax de Ikea dans ma bagnole? Je peux vraiment ranger l'intégralité de mes fringues dedans. C'est immense et même pas réfrigéré. C'est vraiment un rangement. Et il y en a là, et il y en a là, et il y en a sous les sièges. Ça, sauf le tien, parce que le tien, il y a une option avec une sonorisation spécifique du véhicule qui fait que tu as un énorme subwoofer sous le cul. Voilà. Mais ça, en fait, c'est vraiment genre ta Shanifi quand tu étais enfant, quoi. Attention à vous. Oui, alors sur ces véhicules, il n'y a pas de soft close, mais en vrai, c'est pas grave. Sur ces... Ouais, quoique, ça coûte cher quand même.
Il faut se dire que ce véhicule, c'est vraiment un véhicule pour des Américains, conçu par des Américains. C'est vraiment la réponse directe à... j'ai pas encore bien compris quoi d'ailleurs. Hein. Parce que vraiment, à l'ère où on est à l'écologie, à l'électrique, de l'hybridation, on cherche des solutions en tous les cas. Je suis pas certain que la solution c'était de produire le véhicule le plus lourd jamais produit de série et d'y mettre un moteur électrique. Alors pourquoi? A priori, l'électrique ça peut être une solution chouette, mais l'électrification a des ennemis en fait. Le premier ennemi c'est le poids. Parce que plus tu as de poids à emmener, comme sur du thermique, hein, plus tu as de consommation, et donc là de consommation électrique, et donc moins d'autonomie. Et sur l'électrique, tu as besoin d'autonomie, parce que c'est vraiment ce qu'on lui reproche le plus. Pourquoi faire un véhicule de 4 tonnes 1? Je vous vois venir. Donc là, on est sur le sol français, avec un véhicule de 4 tonnes 100, je suis censé avoir un permis poids lourd. Eh bien non, parce qu'il y a une subtilité. Le calcul peut être fait en France de la façon suivante. Tu soustrais le poids d'une partie ou de toutes les batteries, ce qui donne pour ce véhicule finalement un poids de 3 tonnes, donc homologué pour le permis B, donc le permis routier que j'ai. J'ai pas compris la logique. Mais elle est là et elle est légale. Donc let's go. Du coup, le premier ennemi de l'électrification, c'est celui-là, le poids. Bon, on vient d'en parler. Visiblement, c'est un problème pour la consommation, même si il affiche quand même 500 km d'autonomie et vraisemblablement, il les tient plutôt. Donc ça, je suis agréablement surpris. En même temps, vu la quantité de batterie, c'est pas mal. Par contre, il y a un deuxième ennemi, hein, l'aérodynamisme. Est-ce que tu peux nous faire un petit point peut-être? En fait, c'est une partie de la physique qui étudie les phénomènes en rapport avec tout corps qui se déplace dans l'air. Mais du coup, l'aérodynamique automobile est née très tôt. En fait, juste avant 1930, on avait déjà la Jamais Contente, qui était d'ailleurs une voiture électrique, qui était parfaitement étudiée pour être profilée à des fins de pointe de vitesse. Et très rapidement après, on a finalement la première voiture de série sur laquelle les ingénieurs se sont vraiment souciés de prendre en compte l'aérodynamisme. Et c'est la Chrysler Airflow. Évidemment, l'aérodynamique avait été étudiée bien avant pour l'aéronautique et même bien d'autres choses, mais pour l'automobile, c'est à ce moment-là que c'est arrivé, parce qu'on s'est dit que avec les vitesses des voitures augmentant toujours plus loin, il y a un moment, ça pouvait nous apporter que du bénéfice, et notamment pour la consommation, parce qu'on s'est rendu compte, attention, illustration, que sur des véhicules qui ressemblent à des parpaings comme ça, l'air finalement vient taper contre quelque chose de droit, ne coulisse pas, ne circule pas le long de toute cette carlingue, et finalement ça devient un mur en fait. Plus les vitesses augmentent, plus l'air finalement devient dur par rapport à la carrosserie et donc freine le véhicule et donc fait consommer le véhicule encore plus. Et donc c'est pas bien. Alors que là, hop là, ça c'est super parce que vous voyez, on a étudié la forme de la voiture afin de guider l'air et il y a beaucoup de choses. Là, je peux pas tout vous dire à part des termes random comme la traînée, la portance, la déportance ou encore les turbulences. Et finalement, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que le laboratoire parfait depuis toujours, depuis la naissance de l'aérodynamique en automobile, c'est le sport auto. Enfin, tout début, c'était pas vraiment le sport auto et puis très vite, c'est allé le sport auto, que ce soit la F1, le NASCAR, partout, c'est omniprésent maintenant et ça permet aux constructeurs d'essayer des choses d'abord en sport auto, puis ensuite de potentiellement les commercialiser. La dernière GT3 RS 992 par exemple, ou encore l'anecdote des rétroviseurs de Pagani. Mais effectivement, dans le cas de ce Hummer, j'ai l'impression qu'ils en avaient rien à foutre. Oui, bon, en gros, t'es en train de me dire qu'il n'y a rien à comprendre. Ouais, c'est ça. Des doigts d'honneur à la physique sur des doigts d'honneur à la physique. Et qui marche très bien, attention, hein. Je suis sûr que la discussion, ça a été celle-là dans les bureaux vraiment des ingénieurs. Je dis, attends, on a un problème. Le véhicule est un peu trop lourd. Ouais, dis-moi plus. L'aérodynamisme, c'est pas ça. Ouais, ok. Il faut une solution. Tu fais quoi? Mais 1000 chevaux. C'est logique. J'ai un truc qui se gagne. C'est hyper maniable, vraiment. Cette espèce de dinguerie là des 4 roues directrices, sincèrement, tu peux quasiment faire un... C'est gênant. Tu peux couper ce que t'écoutes, t'as fait. Quoi? On entend tout ce que t'écoutes. Je sais pas, ferme tes fenêtres, s'il te plaît, parce que c'est terrible là. Tout le monde entend ce que t'écoutes. Attendez, j'écoute rien du tout. Je vais m'arrêter. Quoi? D'accord. Alors, c'est ce que c'est. Alors, ça c'est une feature dont il fallait que je vous parle, mais on l'a essayé tout à l'heure et je pensais pas qu'elle allait continuer après. En fait, là, on a a priori juste une malle de coffre qui s'ouvre en fait, tout simplement. Ici, sauf qu'il y a une deuxième partie. Les propriétaires a priori de Raptor et autres savent que les Américains savent faire ce genre de choses pour avoir un accès facilité à leur benne. La fameuse marche, ça c'est tout bon, on peut monter, c'est super, impeccable. Ça, on peut en parler 5 minutes. Déjà, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des enceintes extérieures, c'est pour faire la teuf derrière ton Hummer. Je sais. Quel est le... Après, c'est super. En vrai, j'adore. La petite prise et tout, c'est impeccable. Je cherche toujours la vraie utilité, mais je trouve ça giga cool. Comme beaucoup. Pierre, désolé de te couper, mais il commence vraiment à te voir là. Genre fort. Ouais, merci. On va rentrer alors. C'est fou d'avoir mis ces options. Il y en a partout des trucs comme ça. J'adore. Ça, c'est vraiment un véhicule. N'hésite pas à partir, tout le monde te garde. Alors déjà, en fait, je fais un peu ce que je veux, déjà.
Et ensuite, là, j'étais en train de parler. Il y a un truc incroyable, et on commence à avoir l'habitude avec les Américaines, c'est vraiment que ça vibre dans mon cul. Hein. Dès qu'il y a un obstacle devant, derrière ou quoi, ça vibre dans mon fion. Ça marche bien comme technique, j'aime bien. Ça y est, je commence à m'habituer à ça. Je sais pas si c'est une bonne chose. Bon, il va falloir qu'on roule, promis, on y arrive, mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est une histoire très intéressante, c'est un véhicule très intéressant. J'espère que ça vous plaît en vrai, des contenus parfois un petit peu plus denses en information, parce que moi j'aime beaucoup, j'avoue, j'ai pris beaucoup de plaisir à me renseigner sur ce véhicule et je prends beaucoup de plaisir en vrai à le rouler. Donc j'essaie de vous retranscrire tout ça. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule est disponible en 2X et en 3X. Alors, tu le dis comme tu veux en fait, mais c'est pour dire qu'en gros, soit tu as 2 moteurs seulement, soit tu as 3 moteurs. Et là, tu vois, il y a un freinage d'urgence parce qu'il y a quelqu'un qui s'arrête devant moi, ça fait des LED rouges sur mon volant et ça m'a vibré dans le cul. Donc j'ai le package global pour me dire attention, quelqu'un traverse devant toi au cas où tu n'aurais pas vu. De toute façon, le modèle qu'on a, c'est le 3X avec les 3 moteurs, un dans chaque roue et un dans l'essieu. Je sais pas pourquoi ils ont dispatché comme ça. Et la version Omega que nous avons n'est disponible de toute façon qu'en 3X pour l'instant. Le 2X, c'est pour les gammes un petit peu inférieures. Mais vous n'êtes pas sans le savoir, je vous le dis depuis le début, ce véhicule, il est censé aller sur Mars ou Neptune ou Jupiter ou qui vous voulez, mais du coup, il est censé aller dans la Terre, dans l'off-road. Il a été conçu pour ça. Enfin, en tout cas, les teasers le montrent. C'est vraiment l'objectif, c'était ça. Bon, on va regarder un petit peu. Alors, évidemment, c'est des véhicules neufs prêtés par American Car City qu'on remercie encore une fois. Donc, on ne va pas les maltraiter. On va juste regarder un petit peu dans un terrain justement assez boueux et humide finalement ce que ça peut donner et peut-être essayer de comprendre la fonctionnalité qui intrigue le plus les gens sur ce véhicule, la fonction Crab Walk, marche de crabe. Souvent l'industrie en fait a essayé de copier la nature pour s'enrichir, pour trouver des nouvelles solutions, de nouvelles techniques, de nouvelles avancées technologiques. Et là je me suis demandé du coup pourquoi le crabe. Il y a vraiment plein d'autres animaux à copier qui sont beaucoup plus stylés que le crabe. Est-ce qu'on a une explication éventuellement ? Alors ça, j'en sais rien du tout. Vraiment, là, moi à la base, je suis boulanger, hein, donc vraiment aucun rapport. Ok, j'ai compris que le véhicule pouvait se déplacer du coup sur le côté, l'un ou l'autre, mais dans un angle bien prédéfini, puisque que les roues arrière peuvent pas aller au-dessus d'un certain angle, alors que les roues avant le peuvent. Du coup, en vrai, j'ai pas compris. Excusez-moi, je m'arrête une seconde parce que j'ai réfléchi beaucoup. J'ai écrit cet épisode, je me suis renseigné. Personne n'a su donner une explication, quoi. Et c'est-à-dire que visiblement, même GMC non plus, parce que j'ai vu leur teaser, hein. Il suffisait juste de tourner le volant pour passer l'obstacle que vous montrez. J'ai l'impression que cette débauche de technologie est géniale. Je la salue vraiment. C'est très beau, c'est esthétique, c'est un peu intriguant, c'est chouette, marketingement, je suis sûr que c'est super. Mais là, maintenant qu'on est dans le dur et que j'aimerais comprendre à quoi elle sert, je vous jure que je suis un petit peu... J'ai du mal, mais je suis certain qu'il y a une vraie raison et qu'on l'a juste pas encore comprise. Oh putain. Oui. Ok, ça charge. Ok, c'est bon. C'est bon, je crois que j'ai compris à quoi ça servait en fait. Là, on a sauvé la vie de quelqu'un. Merci GMC. Par contre, vraiment, on est dans une merde, là. Là, c'est un merdier au sol. Vraiment, on se rend pas compte. Et justement, on se rend pas compte. Je suis extrêmement à l'aise dans ce véhicule, d'accord? Et là, on passe des trucs, c'est des ornières, hein. On peut parler d'ornières à ce niveau-là. Vraiment, on a l'impression d'aller sur la Lune avec tous les outils qu'il y a dans le display. Les angles, l'altitude, il y a les coordonnées GPS en temps réel, vraiment, mais genre très précises, avec la boussole, etc. Évidemment, les pressions de tes pneus, le différentiel avant, le différentiel arrière, qui sont tous les deux bloquables indépendamment. Le passage de guet, parce que tu peux évidemment gérer tes suspensions, puisqu'elles sont pneumatiques. Tu peux te mettre en mode très haut pour des passages fous. C'est impressionnant. Bon, évidemment, hein, on y est, conduite dynamique. Bon, dynamique, avec la météo qu'il y a, on va faire ce qu'on peut. Ouais, le cabrage. Alors, ok, j'ai compris l'expression direction lune, mais alors ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression d'avoir un V8 diesel dans la sonorité. En fait, il y a tellement, les pneus travaillent tellement avec, en plus, le revêtement qui est un petit peu adapté à du tout-terrain et qui sont énorme. Ça fait beaucoup de bruit du coup. Il y a beaucoup de bruit de roulement, mais pas désagréable quand tu es à vitesse normale. Mais quand tu mets du gaz, ça fait un petit bruit qui te prend comme ça. C'est un peu étonnant. Voilà. Je dirais pas que c'est bien, je dirais pas que c'est pas bien. Je dirais que c'est un peu cool. Tu dis, oh, une grosse voiture.
Ouah, c'est fou. Et avec le compteur juste ici qui te montre le couple que tu es en train d'utiliser en temps réel, c'est marrant de voir des chiffres de couple avec marqué 7000 par exemple. Non, sinon niveau comportement, je dirais que on est excessivement éloigné de tout ce qui pourrait être efficace. En termes d'efficacité dynamique, bon bah c'était pas l'objectif de toute façon, donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est très mou, très gros, très peu lisible, puisqu'évidemment il y a énormément d'assistance, notamment de la direction qui est très souple, parce que évidemment avec 4 tonnes 1, on est obligé d'avoir une direction assistée qui est très intrusive, mais c'est très agréable du coup pour tous les jours, mais beaucoup moins précis et t'as vraiment pas de feeling de la route. On est vraiment sur quelque chose d'assez flou. Voilà, c'est le terme que je vais utiliser. Non, par contre ça... Oh, c'est bien en vrai. En parlant de performance, il y a un petit bouton qui est intéressant, enfin une palette, elle vous sert à régénérer la batterie. Alors, j'ai pas bien compris parce qu'il y a un mode déjà de base régène, c'est-à-dire que là si je lâche la pédale, le véhicule freine un peu tout seul, ce qui est Gerbotron 3000 d'ailleurs, mais ça c'est toutes les électriques. Mais tu peux le faire manuellement, c'est-à-dire que là je désactive l'option, donc quand je lâche le frein, il se passe plus rien, je suis bien en roue libre, il n'y a pas de souci. Par contre si j'appuie sur régène, là, je freine. Enfin je vais vulgariser rapidement parce qu'on va pas appeler Pierrot scientifique toutes les 2 minutes. Drôle de béchère. Globalement, le moteur électrique s'aide en fait de l'inertie du véhicule pour recharger un petit peu la batterie. Et donc, d'où le régène. Et donc, tu peux l'utiliser si t'es... Hop là j'arrive sur... Tu vois, plutôt que de freiner, je n'ai pas touché la pédale de frein, mais j'arrive dans le rond-point en ayant freiné mes moteurs et en réutilisant l'énergie. Et c'est plutôt pas mal de l'avoir à la main, parce que tu as l'impression de maîtriser toi-même ta consommation. Mais si j'ai économisé en appuyant sur la palette régène, c'était pour ça, pour le gaspiller juste après. Bon, et puis évidemment, les Américains, avec la conduite autonome, ils adorent ça. Donc on a tout le petit équipement à des fins d'être en parfaite autonomie, c'est-à-dire les mains dans le meuble Ikea ici pour trifouiller et chercher l'intégralité de tes objets personnels, afin de pouvoir être tranquille sur la route. C'est-à-dire que tu as vraiment évidemment tout ce qu'on connaît, l'anti-collision, le maintien dans la voie, etc. Ce qui te permet en fait d'avoir une sérénité au volant qui est incroyable. Après, je les ai pas essayés parce que là on n'est pas sur des routes qui le permettent et du coup je ne saurais pas dire si elles sont vraiment efficaces. J'ai vu tout à l'heure le maintien de ligne rapidement et en vrai ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner. Par contre ce que j'adore c'est toujours les petites features comme sur l'escalade où dans le volant ici tu as tes petites informations relatives à ces assistances de conduite qui en fait ne sont pas les LED d'un quelconque rupteur parce que vraiment c'est encore une fois électrique et que du coup il n'y a pas de rupteur du coup. Hop là. Alors oui, ça y est, c'est l'outro, mais il y a encore déjà pas mal d'infos à vous donner pour plusieurs raisons, notamment parce que ce soleil que vous voyez derrière moi est un doigt d'honneur à toute cette journée. On a tous passé sous une pluie battante. Je suis usé de cette journée et à la fois très content parce que vraiment c'était un chouette essai. C'est juste que on en a pris plein la gueule. Ça y est, je me suis fait mon avis sur ce Hummer électrique et j'avoue que j'en attendais pas grand chose. L'électrique, quand j'en entends parler, j'imagine que je suis comme pas mal d'entre vous. J'ai un peu les poils qui s'hérissent et surtout aucune attente en face. Et pourtant là, sincèrement, j'ai été bluffé. C'est pour moi, pour l'instant, le seul électrique qui, je trouve, a du sens de par son histoire. Je m'explique. Ce véhicule, le Hummer, la marque, était morte avant que ça sorte. Et le fait qu'il l'ait sorti en électrique a juste permis à l'histoire de perdurer encore un petit peu, c'est-à-dire de refaire vivre ce monument, ce mammouth qui a été en vrai le Hummer pendant pas mal de temps. Finalement, il a marqué notre époque, il a marqué notre jeunesse, et c'était un vrai symbole de l'Amérique. C'est plutôt chouette d'avoir pu le ramener, le ressusciter comme ça, et en vrai, c'est une réussite, je trouve, parce que l'électrique, pour le coup, évidemment, est objectivement une hérésie pour ce genre d'objet, mais quand elle est au service finalement un petit peu au fond de la passion, alors oui, j'ai vraiment dit ça, parce que je trouve que pour le coup, putain, c'est cool. Cette bagnole, ce Hummer qui nous a marqué, il est fidèle à ce qu'on a connu, c'est un véhicule énorme qui a aucun sens, mais qui existe et qu'on aime, genre vraiment. À l'époque, ça n'avait pas de sens de sortir un moteur essence aussi énorme dans un véhicule aussi gros qui n'avait pas d'intérêt autre que juste être là, et c'est exactement ça qui le rendait génial. Là, c'est juste dans une autre époque, précisément la même chose. Les lois de la physique, on s'en bat les couilles. Globalement, toutes les problématiques qui sont liées au fait qu'on a vraiment envie de faire un truc gros, qu'on a vraiment envie de faire un truc américain, on s'en bat les couilles parce qu'on a envie de le faire et qu'on a envie juste de faire un véhicule cool. Genre, vraiment, je trouve que c'est le mot. Je le vois écrit en typo énorme. Genre, ce véhicule est cool. T'as 1000 chevaux dans un 4x4, à plus. J'ai envie de dire. Bref, tout ça pour dire que, sincèrement, genre vraiment, j'ai bien aimé, quoi. Évidemment, on n'a pas pu parler de plein de choses, comme des rétroviseurs de la taille d'écran plasma 65 pouces, ou encore que, ok, ils n'ont pas fait attention à l'aérodynamisme, mais par contre, ils ont un fond plat. Ils ont un fond plat, mais en fait, c'est juste, évidemment, pour protéger tout le dessous du châssis, en cas de franchissement un peu costaud, genre de la caillasse. C'est juste pour protéger le dessous, en fait. C'est pas du tout pour l'aérodynamisme, même si ça doit peut-être un petit peu aider. J'ai pas non plus parlé des 8 ou 9 caméras, j'ai pas réussi à compter, qui bardent la voiture. Il y a littéralement 3 caméras
caméra pour observer le châssis pendant que tu fais du franchissement. Donc en vrai, s'il y a des trucs dont vous voulez parler, n'hésitez pas à en parler en commentaire parce que je les lis pour le coup. Si vous avez relevé des choses, n'hésitez pas à en parler aussi, avec plaisir. Sur l'Instagram, évidemment, d'American Car City qui prête ce véhicule et même ces véhicules aujourd'hui parce que ça a été laborieux mais ils ont été très très cool. Et donc en vrai, c'est cool de leur envoyer de la force sur les réseaux. Mon petit Instagram personnel @Pierre Chabrier, ça fait toujours plaisir parce qu'on y discute et j'essaie de vous répondre au maximum. Bon du coup, là je vous mets ma notation sur ce véhicule. Il n'y a pas de siège massant, toujours. Donc je ne peux pas mettre, je vais pas les mettre tout le temps celle-là. Mais quand il y en a, je les mettrai, promis. Comme ça on pourra les comparer après. Parce que je rappelle que c'est une belle quête qui va durer. Je l'espère. Et en même temps, on n'a pas parlé du prix. Bon, bah, c'est à peu près comme le Cadillac Escalade. Voilà, c'est plus de 200 000 € en France, évidemment. Oui, 1000 chevaux, un 4x4 énorme avec, genre, vraiment, j'ai jamais vu autant d'électronique et genre de features dans un véhicule. T'as un 4x4, un cabriolet, un peu une sportive. Alors, pas sur le châssis, mais sur le principe d'avoir 1000 chevaux. Il y a 3 essuie-glaces et une radio extérieure. Moi, je les mets les 200 000. Enfin, si je les avais, je les mettrais. Enfin, en vrai, peut-être pas. Mais en vrai, je comprends qu'on les mette. Parce que c'est vraiment cool. Franchement, GMC, bravo. Voilà, vous avez réussi votre truc, j'avoue. Et en vrai, avant de conclure, le meilleur des soutiens pour la chaîne, bah, c'est de partager le contenu, de mettre un petit like, de mettre un commentaire. Vraiment, genre c'est pas des phrases bateau, c'est que c'est vraiment la meilleure façon de la soutenir puisque ça nourrit l'algorithme pour évidemment pouvoir faire de nouveaux contenus, réinvestir l'oseille dans un premier temps pour pouvoir faire des contenus encore mieux et puis après en vivre vraiment, évidemment, let's go. Moi je suis super chaud. Après, si finalement j'en revis pas, j'en ai vécu avant, mais maintenant je peux en revivre peut-être. Mais il y a aussi Racebox, donc en même temps on verra. Mais quoi qu'il arrive, je vais faire le maximum pour vous servir le plus de contenu possible et de la meilleure qualité que ce soit avec les moyens que j'ai. Voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Hop, voilà, tac, hop, à plus, à la prochaine. Non, arrête, tu te approches pas de moi. Oh là, attention. Oh là, non, dis donc. Par contre, quand tu dis avec les moyens que j'ai, moi je suis concerné. Attends, coupe. Ouais, attends, parce que, non, mais parce que tu me devais de l'argent. Ça fait 8 mois que tu me dois de l'argent. Ouais. Je crois que Laurent m'appelle en vrai et je veux vraiment devoir y aller malheureusement. Aïe, 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 aïe. Il faut que j'y aille en fait du coup. On en reparle. Ah ouais, pas de soucis en tout cas, vraiment. Et bah oui, au revoir du coup. Merci en tout cas, c'est cool. N'hésitez pas si vous avez bien aimé mes interventions à le dire par exemple en commentaire. J'ai besoin de boulot. Catherine, me quitte pas, s'il te plaît. Je te demande pas grand chose. Juste la Xara et Moumout. On peut tourner. Bah, tout tourne, frère. Hein. Ça tourne au son, ça tourne à l'image. Alors, pourquoi on me l'a pas dit? On se rappelle ce qu'il faisait, Vincent? Ça tourne! On se moquait, hein. On se moquait un peu. Mais c'était hyper agréable. Clappe-moi ça.